Salut Loris, Ok. Salut Fanny, comment ça va? ça va et toi? Ça va nickel. Eh ben écoute, je suis ravie de t'avoir sur le podcast Révèle ton potentiel. Je suis sur une petite session interview de l'été qu'avec des hommes. Donc tu vas faire Ah, partie de cette session interview de l'été, voilà, spéciale masculinité, entrepreneuriat masculin et homme. Et du coup, je suis super contente de t'avoir parce que je te suis depuis un moment, comme on disait en off, puisque moi, je te connais voilà, à travers un groupe de personnes sur les réseaux sociaux, notamment un groupe de personnes qui a suivi ce que j'ai fait moi, quitter la rat race avec Cédric Anissette. Et donc, je t'ai découvert à ce moment-là. Donc, j'ai suivi plus ou moins ton parcours juste après. Et tu vas justement nous en dire un peu plus, nous expliquer un petit peu tout ça. J'ai hâte de vraiment connaître plus en profondeur ce parcours que tu as eu, savoir aussi comment tu as fait pour en arriver là aujourd'hui. C'est surtout ça qui m'intéresse sur le podcast. La première question, je te laisse te pitcher. Et moi, j'aime bien, tu sais, demander un petit exercice en début de podcast, se pitcher en 30 secondes. Qui es-tu et que fais-tu? c'est marrant, je m'y attendais pas celle-là, mais avec ce qu'on s'est dit avant, oui, ça m'étonne pas que tu demandes ça du coup. Euh, alors, en 30 secondes. Bon, déjà, je vais commencer, ça va pas être original. Je m'appelle Loris Monteux, je vis en région parisienne et je suis vidéaste, filmmaker, réalisateur et entrepreneur. Je dis entrepreneur parce que j'ai monté une société de production de contenu vidéo, photo, tout ce qui est un peu axé autour du visuel qui s'appelle Uniprod. Donc, on travaille aux quatre coins de la France, quatre coins du monde aussi pour des entreprises, surtout du contenu axé réseaux sociaux et web. Ça va être dans la construction pour des infopreneurs, du séminaire, de l'événementiel. En fait, mon client type, c'est un client qui est passionné, qui est motivé, qui est fun aussi, parce que j'aime bien travailler dans les bonnes conditions. Donc, en gros, voilà. Et pour finir par une petite touche perso, je suis passionné d'aviation, je suis pilote et de voyage aussi, notamment de voyage avec un aspect un peu humanitaire quand il y a moyen de le faire. J'essaie d'en faire un par an. Waouh, ok. Je sais pas si ça fait 30 secondes, mais j'ai pas de lancer de chrono Tu as rien. tenu le timing, c'est bien. Alors du coup, là, tu es en train de dire, tu es passionné de pilote aussi également, c'est-à-dire que c'est quoi, c'est une passion ou c'est un truc que tu peux faire un peu comme ton métier ou enfin, tu es payé pour ça ou comment ça se passe? Non, c'est une passion. Je voulais que ça soit mon métier jusqu'à ce que je découvre la vidéo finalement. Depuis petit, depuis que j'ai 5 ans, je pense avion, je vis avion, j'ai fait toutes mes études axées pour être pilote d'avion, donc pilote de ligne ou pilote de chasse. J'ai même tenté des concours, mais j'ai pas été plus loin, on va dire, pour X raisons, des choses de la vie. Et après, je me suis réorienté jusqu'à Maths Sup, Maths P. En fait, j'ai suivi ce cursus-là. Après, je suis parti dans une école d'ingénieur dans la construction, donc dans le BTP. Et en me disant à la fin de cette école d'ingénieur, au moins j'aurai un backup safe, parce que le monde de l'aérien, il y a beaucoup de gens qui sont malheureusement au chômage, et c'est des études qui coûtent très très cher. Une école de pilote de ligne, c'est 100 000 euros. Donc je m'étais dit, bon, peut-être travailler un peu, avoir un backup. Mais pendant mes études d'ingénieur, si tu veux, j'ai découvert la vidéo par hasard en voyage avec une GoPro ça doit faire maintenant 8 ans. Et je me suis pris de passion par la vidéo. J'ai vu qu'on pouvait être rémunéré, je te la fais très court, hein, on pourra rentrer dans le détail après si tu veux. J'ai vu qu'on pouvait être rémunéré en faisant de la vidéo. En plus, il y a 7-8 ans, c'était un peu les débuts d'Instagram, des réseaux sociaux, des vidéos de voyage. Donc moi, si tu veux, je faisais des vidéos. J'adorais voyager. À chaque fois que j'allais en voyage, je faisais une vidéo. Puis j'ai été de plus en plus suivi. On va dire que mes abonnés que j'ai aujourd'hui, c'est des abonnés que j'ai pris il y a 3 ans parce que je faisais des vidéos et des photos de voyage. Et un jour, on m'a dit, tiens, ça te dit d'aller là pour faire une vidéo? C'était au Népal. J'ai dit, ouais, carrément, mais il faut que je pose des RTT et tout, compagnie, enfin, ou des congés. Ça va être compliqué. Non, mais t'es payé pour y aller. Je suis quoi, payé pour faire une vidéo? Et en fait, là, ça a fait tilt. Et puis après, si tu veux, pour te donner le plus d'opportunités possible, à un moment, il faut avoir les 7 jours sur 7, les 24 heures sur 24 et les 365 jours de l'année de dispo pour prendre toutes les opportunités qui arrivent à toi. Donc, j'ai décidé de quitter je veux dire, mon métier d'ingénieur dans le BTP, c'est pas tant que ça, parce que j'ai fait finalement mes études en alternance pendant 4 ans, donc je travaillais, puis après un petit peu en CDI, mais j'ai pas, aujourd'hui j'ai une plus grande carrière dans la vidéo, dans l'entrepreneuriat, que dans le BTP, donc j'ai 30 ans, et j'ai pas non plus une carrière de 10-15 ans dans une boîte dans le BTP où j'ai claqué ma dème après avoir un gros poste et compagnie. Mais quand même, j'avais ce truc-là, ingénieur, bien payé, voiture de fonction, 13e mois, tout ce que tu peux entendre, tu vois, dans une boîte style Vinci, Vinci Construction sur des projets de, c'était les derniers projets que j'ai fait, c'était le métro de Paris.
Donc des beaux projets sympas. Donc carrière toute tracée entre guillemets si tu restes dans une société. Ouais, c'est ouf. On va en reparler parce que c'est souvent une question que je pose, mais je vais te la poser juste après. C'est juste, tu vois, au début, j'ai des petites questions pour se connaître un peu plus. Donc, du coup, j'ai voulu insister sur ce parcours un peu, voilà, que tu as atypique aussi, cette passion en tant que pilote. Du coup, je pose des questions un peu pour apprendre à se connaître un peu plus. C'est des petites questions sympas du genre, si tu gagnais, genre là, 10, 15 millions d'euros sur ton compte en banque personnel, si genre ça sonne là tout de suite, tu reçois une notification et tu vois que tu as gagné 10 millions d'euros. Qu'est-ce que tu ferais avec? On arrête l'interview et on va faire ça, je sais pas, à Narbonne ou dans un endroit encore plus cool. Non, qu'est-ce que je fais? 10 millions d'euros? Ah ouais, en plus c'est une somme astronomique. Je crois que je me suis jamais imaginé avoir cette somme-là dans ma vie et c'est même pas un objectif. Mais attends, 10 millions, je crois qu'il y a une partie, je la place sur des trucs un peu sécuritaires, safe, IMO, placement, pour être sûr que toute ta vie tu te mettes en sécurité, toi, ta famille et tes descendants. Et le reste, je pense que je fais que des projets kiff, toujours un peu dans la vidéo, tout ça, notamment peut-être des courts-métrages, des documentaires liés un peu à tout ce que j'aime, l'humanitaire. Moi, j'en ai fait un d'ailleurs avec Alex Visio, je crois que tu connais, tu as fait un podcast avec lui. Alors, on avait une somme de 20 000 euros qu'on avait utilisé sur place pour faire des projets en Afrique. Donc, tu vois, à une échelle plus grande, tu peux faire encore plus, tout en documentant et en donnant envie aux gens de faire la même chose ou de faire des missions, en fait, que ce soit en bas de chez soi ou ailleurs. Ça, et peut-être aussi, pareil, toujours dans la vidéo, peut-être aider des entreprises. En fait, la somme, elle est tellement énorme que tu peux faire plein de choses. Tu vois, à partir du moment où tu sais que toi, tu t'es sauvé toi financièrement, après, c'est à toi de sauver les autres peut-être financièrement. Donc, aider les gens peut-être dans leur communication visuelle en faisant des belles vidéos sans avoir la pression de dire tiens, je vais te facturer tant et ça va te mettre dans le rouge dès le début de ton entreprise. Donc peut-être aussi cet aspect-là, parce que j'aime bien la vidéo et demain, je pense que je gagne beaucoup de sous, je continuerai à faire de la vidéo ou des choses comme ça. Ah, c'est marrant, ouais. C'est beau ce que tu as dit. Quand tu t'es sauvé financièrement toi-même, tu peux après sauver les autres financièrement. C'est marrant parce que tu sais, parfois, on a aussi ce truc de parce que tu as généré beaucoup d'argent, aussi à un moment donné, peut-être parce que tes prestations sont aussi plus chères. Et toi, c'est comme si c'était l'effet inverse. C'est parce que tu auras beaucoup d'argent, tu pourras aussi facturer peut-être moins cher et, euh, et aider les autres. Ouais. C'est assez intéressant comme discussion. J'ai une autre question pour apprendre à se connaître un peu plus. Est-ce qu'il y a des choses positives qui t'arrivent en ce moment dans ta vie? Euh, du genre, ça peut être personnel ou professionnel, mais des choses où tu t'y attendais peut-être pas et tu dis, waouh, c'est ouf ce qui m'arrive en ce moment. Chaque journée est ouf finalement parce que j'adore mon métier et de chaque jour je rencontre des personnes. Tu vois, aujourd'hui, on s'est jamais vraiment parlé, bah, on se rencontre même si c'est virtuellement. Donc ça, c'est une chance de pouvoir se lever. Je mets de côté le truc, la santé et compagnie, ça va de soi. Mais ouais, si dernièrement, c'est un projet qui peut paraître bête, mais ça fait, moi j'ai une attache à Bali, parce que j'ai découvert la vidéo à Bali quand j'étais parti là-bas il y a maintenant 8 ou 9 ans, pour justement faire un projet solidaire. On avait rénové des écoles avec quelques potes d'école d'ingénieurs de BTP, c'était notre stage à l'étranger. Et j'ai toujours aussi une approche au côté tourisme, mais tourisme qui fait bosser un peu les locaux et d'une bonne manière. Et là, j'ai acheté, personne qui est au courant d'ailleurs, à part ma copine, mes proches et compagnie, j'ai acheté un petit logement traditionnel balinais, ce qu'on appelle un joglo, qui est en bois, qui est dans une région que j'adore, un village au pied du volcan. Moi, je vais toujours là-bas une semaine pour me déconnecter. Et donc, je l'achète. Donc, déjà, de l'acheter, ça sauve quelqu'un qui a besoin d'un peu de sous aussi. Plus, ça va faire bosser deux trois personnes dans le village. Parce qu'on va le rénover, je vais le mettre en Airbnb, et puis bon, une partie de la somme, c'est quand même pour les gens qui bossent là-bas, ménage, entrée, sortie, les petits déjeuners et compagnie. Donc ça, c'est un truc positif parce que j'ai eu cette opportunité et ça fait un peu partie de l'ensemble de mes valeurs. Si on parle business, ça va pas être le truc de fou en termes de cash flow et compagnie, même si c'est très bien, mais c'est de lier un peu ce truc-là de un endroit qui m'a inspiré pour la suite de mon parcours, où je retourne chaque année, plus ce projet un peu éco-responsable et compagnie, enfin surtout le côté responsable dans le côté humain, ça m'affecte beaucoup, donc je suis content, encore une fois, c'est un petit truc, c'est rien, mais je suis content de participer à ça, tu vois. Ouais, enfin, c'est Donc ça, c'est génial. positif pour moi. Bah oui, c'est génial. Tu veux dire, c'est rien. Et combien de personnes Ouais. pourraient se dire aujourd'hui, ah, c'est trop cool, j'ai acheté un truc à Bali. Enfin, ça peut être une finalité ou une consécration, même pour certaines personnes. Donc, franchement, bravo Hmm, à toi. Donc, ouais, non, c'est chouette. Trop bien. Et au moins, tu auras ton pied à terre à chaque fois que tu vas aussi, c'est ça. exactement, Trop bien. Donc, mixer lifestyle et investissement en même temps. Ça, c'est carrément. cool.
Du coup, on va revenir sur ton parcours. Donc là, tu nous as parlé un petit peu au tout début de ce podcast de ton parcours, un petit peu comment t'en es arrivé là. Mais moi, je voulais savoir plus ou moins en profondeur. Donc, tu étais ingénieur avant, c'est ça, et t'es passé vitesse. Comment tu as fait finalement pour oser te lancer, pour te dire, OK, donc c'est vrai que tu faisais de la vidéo à côté, tu as gagné tes abonnés comme ça en faisant des super belles vidéos sur tes réseaux sociaux et tout. Mais finalement, qu'est-ce qui a été le déclic de te dire, même intérieurement, de te dire, OK, allez, c'est bon, j'arrête ce CDI, j'arrête d'avoir des super... Enfin, finalement, tu avais un bon cadre de vie. Je veux dire, tu gagnais bien ta vie, tu avais un 13e mois, tu avais tout ce qu'il y avait, la voiture de fonction, tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on switch et on se dit, allez, je me lance dans l'entrepreneuriat? La liberté. La liberté, et pas la liberté en disant en fait je vais pas travailler beaucoup parce que je travaille autant, voire plus que à mon compte aujourd'hui que même avant. Mais la liberté, et j'ai toujours eu un souci de travailler pour quelqu'un, d'être un numéro dans une boîte, de dépendre en fait des autres. Là, d'être à son compte, je dépends de moi, c'est mon énergie, c'est moi qui me donne si je veux progresser, c'est moi qui décide de ralentir si je veux ralentir quand je veux en fonction de ton état d'énergie de la journée ou de la semaine ou du mois. Et ça fait 6 ans que je suis à mon compte, hein. Ouais, ça n'a pas de prix, je pense que tu connais aussi. C'était surtout ça, et même déjà à 22, 23 ans, enfin il y a 8 ans, j'avais déjà cette envie-là. Et à la limite, le métier de pilote de ligne me faisait. Tu bosses pour quelqu'un, tu bosses pour une compagnie, mais tu as quand même ce côté liberté où bon, tu as des heures imposées, mais tu es dans ton cockpit et personne t'embête. Mais là, ouais, c'était tout ce truc-là qui m'attirait pas. Et dès l'école d'ingénieur, déjà, même je me disais, si je suis pas pilote, je pense que je créerais ma boîte ou dans le BTP, dans le consulting, dans n'importe quoi. À l'époque, j'avais monté un projet un peu lié au drone et à l'inspection dans la construction par les drones. J'avais fait c'est les faux projets que tu fais à l'école, mais tu pousses le truc. Et ça n'existait pas en plus à l'époque. Donc tu vois, déjà, j'avais ce truc-là de vouloir sortir du cadre qui est dommage qu'on t'impose à l'école. Quand t'es, même en école d'ingénieur, on te dit tu seras salarié et un jour tu seras directeur d'agence ou directeur de machin. Et il n'y a aucune introduction à être freelance, tu vois. Sans parler d'être un patron, de créer une société avec 150, 300 employés. Mais il n'y a aucune approche à ce niveau-là et c'est dommage. Et bon, peut-être que c'est fait exprès aussi, c'est pour un peu rester dans le moule, mais j'ai totalement dévié de la question, mais C'est très bien parce que du ouais. coup, moi, je t'écoute et en fait, Ouais. on peut partir sur autre chose, il n'y a pas de souci. Ouais, en gros, c'était ça, c'était cette valeur liberté qui est très forte chez toi, Totalement. donc qui est aussi forte chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est vrai, tu as raison, et qui du coup se disent à un moment donné, bah, comment je peux faire pour avoir plus de liberté? Et c'est clair que dans un job 9 to 5, tu vois, à 9h, 17h, du Hmm. lundi au vendredi, on n'a pas cette liberté et se dire comment je peux l'avoir. Et donc, ils arrivent à passer à l'action. Oui, mais ce qui m'intéresse de savoir encore plus avec toi, c'est franchement, enfin, à quel âge tu t'es dit ça déjà et comment on fait véritablement pour, tu vois, dire, OK, j'y vais, quoi. Enfin, tu vois, ce truc qui t'a lancé, même si ta valeur liberté était super forte, te Ouais. dire, OK, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a poussé? Est-ce qu'il y a un mentor qui t'a inspiré? Et tu t'es dit, ah ouais, si lui il peut le faire, moi je peux le faire. Est-ce qu'il y a eu un truc qui s'est passé comme ça aussi? Et quel âge t'avais d'ailleurs? Donc, c'était il y a 8 ans? Il y a 6 ans, ouais, en fait, j'ai créé ma société Uniprod il y a 6 ans et c'est le moment où je me suis lancé. Ouais, Et donc j'ai tu étais découvert la super jeune, vidéo. Ouais, 24 ans, ouais, et il n'y avait pas grand ouais. monde sur le marché et tout. Donc c'est d'autant plus peut-être difficile de se dire, je le fais malgré que j'ai aucun modèle devant moi. Il y avait même pas du tout tout ce qu'on peut voir aujourd'hui en coaching de reconversion, de changement de métier. Non, mais pas du tout même. Non, c'est plus bah le premier, je pourrais dire que ça peut être mon grand-père qui avait des petites entreprises, on va dire, et petit, je discutais beaucoup avec lui et lui me disait toujours, franchement, si un jour plus tard t'es à ton compte, même quand j'étais dans le BTP, il me dit si tu peux être à ton compte, c'est quand même mieux, t'es plus libre, tu fais ce que tu veux et tu rends des comptes à personne et puis c'est gratifiant. Donc déjà de parler avec lui, ça me donnait envie parce qu'il me racontait un peu ses histoires d'entrepreneuriat de l'époque et je trouvais ça trop cool. Donc il y a ça dans le fond, qui m'a clairement inspiré. D'ailleurs, le nom, pour la petite anecdote, le nom Uniprod, c'est que lui, toutes ces sociétés commençaient par Uni. Donc du coup, c'était un peu la dédicace. J'ai pu lui dire de son vivant en plus, donc bon, il a compris direct quand j'ai dit Uniprod, il dit ah ouais, t'as un copieur.
Donc il Ouais, y a c'est ça, pas je du pense tout que ça. original, quoi. Ouais, ouais, carrément. Bon, il était content quand même. C'était de la fierté. Et donc je pense que ça a énormément joué. C'est même sûr dans les discussions, tu sais, quand t'es gamin, quand quelqu'un te dit, parce que mes parents sont pas entrepreneurs, par exemple, tu vois, si tu on va plutôt dans le réseau proche, ni autour de moi, dans la famille, il y a personne qui s'est mis à son compte, qui s'est lancé. Donc il y avait pas, tu peux pas voir ça dans le quotidien de tous les jours, tu vois. C'est pas comme si t'avais ton père qui était entrepreneur et tu vois tous les jours, soit qu'il galère, soit qu'il est libre. Donc il y avait pas ça. Et ensuite, ensuite c'était des rencontres. C'est une personne qui me faisait un petit peu bosser pendant que j'étais toujours ingénieur en école d'ingénieur. Donc j'avais monté mon auto-entreprise. Qui me disait, tu devrais te lancer à plein temps, tu as un talent, c'est cool, en plus tu parles bien et compagnie. Et puis du coup, ça t'aide un peu. Tu dis, ah, mais s'il y a quelqu'un, en plus un client qui est totalement désintéressé de ce que tu vas faire par la suite, entre guillemets, bah ça pousse un peu. Donc je pense que ce serait ces aspects-là, en fait. Et je réfléchis, mais c'est pas, Ça s'est j'ai fait pas de mentor, naturellement j'aurais pas de aussi, non. Ouais, ouais. c'est fait Ouais. naturellement, ouais. Après, je me suis dit, faut foncer parce que c'était soit je partais en expat à Dubaï, bosser sur des chantiers de métro, des trucs comme ça, donc encore mieux payé et compagnie. Mais je me suis dit, si je goûte à ça, parce que je me disais au début, peut-être que je vais partir faire un peu d'expat, coffrer, avoir de l'argent, parce que j'avais vraiment pas du tout de sous de côté. Quand je dis pas du tout, c'est très cliché. Je crois que quand je me suis lancé, il me restait 200 euros partout. Parce que ma vie étudiante, j'ai profité, j'ai voyagé à fond, je m'achetais du matos en perso parce que j'adorais ça, donc en fait je cramais tout, quoi. Donc j'avais pas le loyer à Paris qui coûtait cher, c'était impossible de mettre de côté. Donc en gros, je me suis dit, bon, soit je vais bosser 1 ou 2 ans et puis tu gagnes 4 5 000 euros par mois et tu coffres un peu, en plus quand tu es à l'étranger. Soit je me lance maintenant et je me suis dit, il faut que je me lance maintenant parce que les opportunités commençaient à venir maintenant et avec du recul, j'ai vraiment bien fait parce que vaut mieux pas retarder les choses quand on sent que ça vibre en nous. Et du coup, ouais, je me suis lancé. Je m'étais dit, au pire, je retourne vivre chez mes parents. Ce qui ne s'est pas passé d'ailleurs parce que j'avais trop de fierté. J'ai fait des petits boulots un petit peu à côté, le temps que ça se lance les premiers mois. Après, ça a été très vite et après, limite, je cherchais le temps, quoi. Ouais, trop bien. Trop bien. Donc, en fait, tu sais, je te pose cette question. Toi, ça te paraît plus ou moins naturel, mais c'est vrai que parfois, les personnes aussi qui écoutent ce podcast-là peuvent se poser ces questions-là en se disant, mais comment il fait pour avoir cette facilité, tu vois, ce mindset assez genre, mais bon, c'est pas grave, si j'échoue, bah, je reviendrai. De toute façon, je peux toujours revenir là où enfin, ce que je faisais avant et être bien payée. Puis, je peux avoir cette opportunité à Dubaï. Enfin, c'est pas grave. Si je me plante, je pourrais me revenir. Et en fait, finalement, toi, tu as passé toutes ces étapes-là et Mhm. tu as finalement réussi à te lancer. Maintenant, cette question que je voulais te poser, en fait, c'est celle qui, enfin, voilà, qui me tenait le plus à cœur, je pense, par rapport à ce podcast. Donc, je vais te la poser maintenant. Qu'est-ce qui a fait que tu as connu, alors, ok, tu as eu plein de demandes parce que forcément, je pense que tu répondais vraiment à un besoin du marché et tout, mais que tu as eu cette vraie croissance-là en termes, est-ce qu'il y a eu des rencontres qui t'ont un peu propulsé, qui t'ont aidé ou je sais pas, ou un projet sur lequel tu as bossé et qui a permis une croissance, mais non pas seulement une croissance, mais aussi une visibilité, parce qu'on va pas se le cacher entre nous. Enfin voilà, tu es quand même quelqu'un qu'on arrive à trouver facilement. Tu es visible sur les réseaux sociaux, tu as quand même fait voilà aussi ton réseau comme ça. Qu'est-ce qui a fait que d'un coup d'un seul, enfin pas d'un coup d'un seul, mais enfin moi je pourrais le voir comme ça, mais voilà, tu as pris cette ampleur-là sur le marché et tu es peut-être un des plus avancés de tous les vidéastes que l'on peut connaître aujourd'hui en termes de visibilité, on peut dire ça comme ça, Bien tu vois. sûr, ouais. Ouais. Oui, parce que je connais, après je réponds à ta question, je connais plein de vidéastes qui en vivent et qui mettent zéro post finalement sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas cette stratégie-là de contenu. Bah, comme je te disais, moi dès le début, je faisais pas mal de vidéos de voyage qui ont marché toutes seules. Elles ont fait 1 2 millions de vues sur à l'époque où Facebook ça marchait très fort. Donc j'ai vite été suivi. Après, la première, une des deux premières accroches, il y a eu Alex Viseo en fait, où en fait on s'est parlé comme ça parce qu'il voyait mes vidéos, donc un peu comme ce qu'on peut appeler les confrères, confrères un peu influenceurs. Puis on est devenus potes, on a fait nos vidéos pour nous. Lui était un peu plus visible que moi dans le monde du tourisme, donc j'ai eu une période en fait où on faisait pas mal de vidéos de voyage ensemble. Les vidéos de voyage c'est très sexy, ça parle à tout le monde, hein, plus que des vidéos de BTP. Donc ça déjà ça aide les gens si tu veux se disent ah tiens trop cool vidéo de voyage, ça parle à tout le monde. Sauf que c'est pas non plus là que j'ai eu un décollage en croissance parce que les gens étaient persuadés que on était juste deux potes qui avaient pas mal de thunes et qu'on faisait ça en fait pour le fun, alors que c'était des vraies missions pour des offices de tourisme et tout. Donc j'avais un peu cette image du vidéaste qui voyage autour du monde, mais qui fait pas forcément de prestations pro, parce que je parlais pas de mes prestations pro. Donc après j'ai commencé à parler de mes prestations pro plus corporate, ça a décollé parce que les gens ils se sont dit putain, le mec il fait ça aussi, trop bien, je vais l'appeler.
Après, suite à ça, comme j'étais un peu suivi pour le voyage, j'ai eu aussi par exemple Christopher Van Gen qui lui adorait voyager, qui me suivait, qui un jour m'a dit ah trop cool, t'es à Bali, enfin viens à Bali machin, on se fait une vidéo ensemble comme ça. Et après bon, c'est devenu un super pote et je me suis amené à travailler avec lui. Donc forcément, lui aussi, il a grossi. Je crois que même à l'époque où je l'ai connu, il avait que 3000 abonnés. Moi, j'en ai 20 000 comme aujourd'hui d'ailleurs à peu près. Et bon, lui, tu connais, je pense, il a explosé aussi. Donc il y a eu ça. Je me suis trouvé avec des gens qui débutaient, où on a avancé ensemble. J'ai aussi une autre personne, je pense, pas mal dans le monde du sport. Tu connais peut-être Justine et Thibaut Geoffrey, qui sont très connus dans le monde du sport. Pareil, j'ai commencé avec eux. Justine, elle avait 10 000 abonnés et j'ai fait leur contenu. Donc en fait, on a tous grandi un peu en même temps. Donc c'est une croissance. Alors eux, en termes d'abonnés, de tout ça, de business, c'est 100 fois plus que moi, tout le monde. Mais finalement, j'étais là aussi au bon moment et il n'y a jamais eu de démarchage. En fait, c'était des rencontres comme ça. En fait, c'est vrai que quand j'y repense, j'ai bossé avec beaucoup d'influenceurs qui débutaient et qui aujourd'hui sont hauts. Donc il y a peut-être ça. Donc indirectement, on s'est tous propulsés les uns les autres. Donc forcément, moi aussi, c'est arrivé plusieurs fois qu'une personne me contacte en me disant ah, je te suivais pour tes vidéos de voyage. Moi, j'ai une société où je travaille dans une société. Ou ah, je te suis parce que tu as fait les vidéos de Justine et Thibaut dans le sport. Et moi aussi, je lance ma marque de sport. Donc il faudrait ça. Ou ah, tiens, j'ai fait la formation de Christopher Van Gen. J'ai une société d'architecture. Il me faudrait des vidéos. Tu vois, ça marche beaucoup comme ça aussi. Donc c'est du bouche à oreille, mais de réseaux sociaux. Ah ouais, donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que comme tu as débuté plus ou moins, alors peut-être à part Alex Viseo, mais tu as débuté plus ou moins au début comme tout le monde, t'es pas Mm. allé chercher tout de suite les gros projets avec des grosses têtes d'affiche, enfin on peut dire ça comme ça, mais Ouais. et en fait, et en fait, vous avez tous grandi en même temps, mais est-ce que c'est pas je sais pas, est-ce que c'est la force du groupe qui fait ça? Est-ce que c'est parce que tu étais bien entouré? Est-ce que parce que tout le monde était dans la même vibe? Ou finalement, c'est un peu un coup de chance que finalement, Thibaut et Justine ont pris aussi cet élan-là, Christopher aussi. Enfin, comment tu vois les choses? Ah, je dirais que c'est la vibe, parce que c'est marrant, je t'ai pas cité ces trois personnes par hasard, parce que c'est des gens, des amis et des entrepreneurs qui m'inspirent beaucoup, parce que du coup, comme je les connais en vrai, on a entre guillemets les mêmes valeurs, mêmes ambitions, pas les mêmes ambitions de chiffre d'affaires et compagnie, mais les mêmes ambitions, c'est-à-dire de grandir sans écraser les autres. Et c'est des gens qui travaillent avec leurs équipes, les trois, soit Alex, Justine, j'en ai plein, j'en ai tellement d'autres en tête en fait. Bah finalement, ça me m'étonne pas qu'ils réussissent parce que en ayant ces valeurs-là, ça va aussi tout seul. Et je pense que si c'est des gens qui sont suivis, aimés, c'est parce qu'ils arrivent à refléter ça. Après, ça, c'est encore un autre sujet, le personal branding et compagnie. Mais donc je pense qu'il y a un peu des trois que tu as dit, la vibe, le hasard des rencontres de la vie aussi, hein, ça y fait, mais ça doit jouer aussi, quoi. Ouais. Et toi, tu crois à la force du groupe, je pense, hein. Ouais, ouais, c'est hyper important, ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments où, donc finalement, voilà, tu as connu cette croissance, mais il y a eu des moments où tu es redescendu, où il y a eu peut-être pas une phase de plus difficile, ou enfin, pas d'échec, mais te dire, ouais, là, ça marche pas du tout comme je veux, j'ai pas eu tous les résultats attendus, enfin, où tu as toujours été en surcroissance. Et comment aussi tu fais pour gérer ça tout le temps en permanence, enfin, être sursollicité, avoir plein de projets, de pas, tu vois, aussi gérer ton temps. Comment finalement tu as fait pour aussi grandir et faire grandir ton entreprise? C'est une question super intéressante parce que moi, justement, je suis plus dans une optique de pas avoir de croissance. C'est-à-dire que là, j'ai mon rythme de vie, de clients, de projets qui est extrêmement satisfaisant, que ce soit d'un point de vue financier, d'un point de vue kiff, rencontre. Et à un moment, j'ai tenté de grandir un peu plus, c'est-à-dire que tu prends des bureaux, tu prends un peu plus d'équipes. Et en fait, ça m'est revenu à mes travers du début où je gérais 30-40 personnes sur un chantier. J'avais pas 30-40 personnes en vidéo, mais où en fait ça devient plus, tu gères du monde et t'es plus trop sur le terrain, t'es plus à penser croissance, et puis si tu penses croissance, tu dis mais attends, mais si j'ai plus de monde, il faut que l'année d'après ça soit ça, ça, ça. Et c'est pas que ça m'a angoissé, mais je me suis senti avec moins de liberté. Tu vois, l'an dernier, je suis parti 2 mois au Costa Rica, au Mexique, comme ça, sur un coup de tête avec ma copine. Bah, j'avais pas de stress de me dire j'ai du monde à faire bosser. C'est-à-dire que je bosse avec une dizaine de freelance, vidéo, photo, prestataires en tout genre, mais ils sont aussi indépendants de leur côté, donc tu vois, j'ai pas envie de me sentir redevable. Donc pour revenir à ta question, la croissance, moi j'essaye de la stabiliser, de plus toujours être avec des gens de confiance, de travailler au kiff. Bien sûr, si chaque année je fais de plus en plus de chiffre d'affaires parce que
je mets peut-être plus de côté les clients qui ont moins de budget, ou alors j'essaye d'avoir une plus grosse équipe de freelance, donc de signer un peu plus de gros projets aussi. Mais c'est pas une croissance qui fait x2, x4, x5, surtout depuis les 2 dernières années, quoi. Donc c'est pas ce que je cherche et c'est toujours pas, j'ai pas cette envie de grandir. Je sais qu'en fait je pourrais, ça serait super simple. Et les process à mettre en place, je les connais. C'est que tu recrutes, je sais pas, un commercial, une assistante, du monde autour. Et en fait, bah il y a tellement de projets que j'ai refusés. Et je sais que ces projets-là, si je les avais acceptés, ça aurait amené à d'autres opportunités parce que c'est peut-être des entreprises qui auraient grandi. Donc qui auraient eu besoin encore plus de vidéos, du coup qui auraient diffusé la vidéo et qui eux-mêmes auraient été visibles par d'autres entreprises. Donc en fait ça va très très vite. Et moi, pour l'instant, je suis plus en mode cool, tu vois, ça marche bien, je gagne bien ma vie, mes freelances sont bien payés aussi, et c'est cool comme ça. Pour le moment, peut-être que dans 1 ou 2 ans, je changerai de discours, mais là, je suis plus, c'est bien comme ça, tu vois, très bien. Pas plus de galères humaines, c'est surtout les galères humaines. Et des déceptions que j'ai pu avoir avec certains freelances où je me dis, en fait, non, vaut mieux avoir un bon noyau dur que de laisser rentrer des gens. Tu dois le connaître autant que moi, hein, l'humain, c'est le plus dur à gérer finalement quand tu fais grandir ton entreprise, donc... Oui, et en plus, je pense que tu es bien placé pour voir, puisque justement, tu as côtoyé des gens qui ont eu une croissance d'entreprise assez importante, assez colossale. Et tu peux aussi voir ce qui se passe en back-office, quoi, de voir derrière. Et ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement, tu t'écoutes, quoi. Tu n'es pas là en train de te dire, ouais, mais non, faut que j'aille vite. Enfin, faut que... Tu es en train de t'écouter, de respecter tes valeurs aussi. Et, mm. c'est un peu être aligné. Qu'est-ce que tu en penses, toi, dans l'entrepreneuriat, enfin, pas forcément des gens qui s'écoutent pas, mais qui se laissent aller tellement par soit une croissance rapide, soit par une visibilité rapide aussi, ça peut être ça, et se laissent submerger, changent complètement, ne sont plus alignés, enfin, changent de mindset. C'est quoi les conséquences de tout ça pour toi? Souvent, ils reviennent en arrière. Le peu que je peux, auquel je pense, ils reviennent en arrière finalement. Donc, euh, donc ouais, le mieux c'est de rester le plus longtemps possible aligné et finalement tout découle tout seul. Ouais. Bah écoute, Loris, on a fait vraiment un grand tour dans ce podcast, mais j'ai encore quelques questions à te poser, notamment celle de si en fait tu devais donner des conseils ou un conseil primordial, je sais pas, à quelqu'un qui veut oser se lancer, et notamment peut-être dans le domaine dans la photographie ou de la vidéo, tu vois, un truc plus ou moins artistique, mais ça restera des prestations de service. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec finalement beaucoup de personnes qui ont éclos, qui sont là sur le marché et tout? Quel est tes meilleurs conseils, ou ce que tu peux dire à ces personnes-là? Euh, alors déjà, alors c'est pas un conseil, mais c'est vrai que comme tu viens de le dire, le marché il a éclos, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de vidéastes visibles, c'est-à-dire que même il y a 6 ans, on n'était pas aussi nombreux, tous ceux qui étaient un peu visibles, on pouvait les connaître, maintenant il y en a un paquet. Mais il y en a un paquet aussi parce qu'il y a aussi 10 fois, voire 100 fois plus de demandes en vidéo. Donc déjà, il faut pas s'inquiéter, il faut pas se dire c'est parce que, bah regarde, lui, ça fait déjà 6 ans qu'il fait ça, il a déjà plein de gros clients, moi j'y arriverai jamais. Alors, regarde, lui, ça fait 10 ans qu'il est là. Il y a de la place pour tout le monde et j'ai des exemples de personnes que je coach un peu en off pour des conseils en business en vidéo qui ont commencé il y a 1 ou 2 ans et qui en 1 ou 2 ans arrivent à en vivre très rapidement et pourtant ils avaient zéro réseau, rien. Donc déjà, c'est de se lancer et de ne pas avoir peur de ça en disant il y a déjà du monde, ça sert à rien. Mais ça, c'est applicable à n'importe quel business, je pense. Bon, sauf si on veut ouvrir une boulangerie à côté d'une boulangerie qui est déjà dans un petit village de 300 habitants. Là, il faut peut-être réfléchir à 2 fois. Deuxième conseil qui va être pour la vidéo, la photo, c'est de pratiquer, en fait, tout le temps pratiquer, pratiquer. C'est facile, on a juste besoin d'un boîtier et de pratiquer, en fait, dans son jardin avec sa famille. C'est pas comme si on voulait, je cherche des métiers, pilote d'avion pour pratiquer, ça coûte cher. Voilà, c'est un exemple très parlant. Et le dernier, pour moi c'est le plus important, c'est que quand on fait quelque chose, quand on veut se lancer dans quelque chose, que ce soit pro ou perso, il faut imaginer qu'est-ce qui pourrait arriver de pire finalement en faisant ça. Alors pas penser à la mort ou les trucs comme ça c'est pas du tout ça. C'est, tu vois, moi quand je me suis lancé en vidéo, j'avais pas trop de sous de côté, je me suis dit c'est quoi le pire qui peut m'arriver? C'est de retourner dans mon ancien métier 6 mois après, pas grave. C'est de plus avoir d'argent et de rendre ma location à Paris et de mettre un peu l'ego de côté et de retourner chez les parents. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? En gros, c'est ça, c'est quand on se lance, c'est quoi le pire qui peut nous arriver dans l'échec. Donc à partir de là, dès qu'on a ça dans un côté, qu'on se dit, ouais, en fait, c'est pas grave, bah il faut y aller, quoi. Donc ça, c'est applicable à tout pour moi. Ouais.
Ça revient un peu avec ce qu'on disait au début, mais ça fait aussi passer ta personnalité d'arriver à te dire ça. Et là, juste avant, tu disais, oui, voilà, deux boulangeries qui s'installeraient dans le même village. Bon, forcément, il y en aura peut-être une qui sera différente de l'une et de l'autre, mais voilà, ça peut poser problème aussi. Mais toi, Faut tu faire une meilleure penses, baguette. ouais, ou les meilleures pâtisseries, où elle a C'est une ça. différence. Mais toi, est-ce que tu penses que le marché, il est saturé de tout et n'importe quoi en ce moment? Enfin, nous, c'est vrai que dans le coaching et la formation, on peut en parler souvent. On se dit, ah, le marché, il est saturé. C'est des choses qu'on entend. Ouais. C'est quoi ta vision par rapport à ça aujourd'hui? J'ai l'impression que tu as plus une vision il y a de la place pour tout le monde, en fait. Et tu es complètement cool avec ça et les nouvelles personnes qui arrivent et qui peuvent faire des trucs hyper stylés. Limite, j'ai même l'impression que tu pourrais même apprendre de ça ou apprendre de ces personnes-là qui arrivent, non? Quelle est Mm. ta vision? Pour moi, il n'y a pas de, il y a pas de, mince, j'ai un blanc. Il y a de la place pour tout le monde. Et si on revient sur tout ce qui va être, ce qui est un peu le phénomène à la mode depuis 2 ans, tout ce qui va être coach, infopreneur, parce que ça marche bien et parce qu'on a des exemples de personnes qui ont fait ça et qui ont cartonné. Pour moi, faut y aller parce que même si tu dis, ah, je vais être infopreneur, je vais être coach, je vais donner des conseils dans tel domaine, et tu dis, mais il y a déjà lui, il a fait 5000 ventes en un an. Bah, c'est pas grave, en fait, toi, tu fais les choses différemment. Peut-être que tu fais plus du one-one, du coaching en direct, et même si par mois, tu coaches que 5 personnes à un tarif qui te permet de vivre, bah, c'est cool, il faut pas se dire, tiens, il faut que je fasse 5000 ventes et 3 millions de chiffre d'affaires comme lui, c'est ça mon objectif. T'as déjà ta niche à toi, en fait. Donc, peu importe le domaine, je pense que, tu vois, on disait, bah, la boulangerie qui s'ouvre à côté d'une autre boulangerie, bah, qu'est-ce que tu peux faire pour être différent de l'autre sans non plus le copier? Bah, tu ouvres peut-être une boulangerie avec du pain uniquement sans gluten, tu vois. Enfin, tout est possible et pour moi, tu peux monter un business avec des gens qui ont déjà fait le même business en ayant tes valeurs à toi. Pour la vidéo, par exemple, ça va être ton domaine de prédilection. Moi, je suis beaucoup appelé dans le BTP. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé dans le BTP. Je suis beaucoup appelé avec les infopreneurs parce que je travaille avec des infopreneurs. Donc, je connais aussi leurs problématiques derrière de communication visuelle. Mais je connais une vidéaste qui s'est lancée, pareil, que j'ai coaché aussi, qui, elle, son domaine, c'est qu'elle est en Normandie. Et elle travaille qu'avec que des acteurs locaux, c'est-à-dire le poissonnier du coin, le pêcheur, la petite boîte et tout, et elle adore ça en fait. Et du coup, pour moi, tu vois, elle est dans sa niche, dans son marché, et elle s'en fout en fait de tel vidéaste qui a travaillé pour Air France, pour telle compagnie, et qui fait des vidéos à 50 000 euros, tu vois. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais aussi bien dans la cible, chaque cible a besoin d'un prestataire qui lui ressemble et de son niveau. Donc pour moi, c'est comme toi, je pense peut-être dans ta référence, il y a peut-être d'autres personnes qui font du coaching en business, qui font 4, 5 millions de chiffre d'affaires, et regarde, toi, tu arrives à être là et à faire tes choses sans peut-être poser la question de... Ouais, c'est vrai qu'on parle beaucoup de niche et tout à l'heure, c'est vrai que je t'ai pas posé la question, mais j'ai pensé en me disant, parce que tu vois, tu as parlé, ok, ouais, des infopreneurs au début, mais et puis tu as commencé dans le BTP. En fait, finalement, tu t'es pas tellement niché, toi. Tu as pris un peu tout ce qu'il y avait. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est primordial en 2022, quand on arrive sur un marché voilà, où il commence à avoir du monde, à finalement être un petit peu bah, comme cette vidéaste en Normandie qui a cette petite niche avec les gens locaux et tout? Est-ce que tu penses que c'est vraiment nécessaire ou on peut quand même y arriver en se disant, OK, moi, j'ai pas envie de me nicher, j'ai envie de faire tous les projets possibles? Quel conseil tu donnes justement en coaching business pour les vidéastes? Je pense que c'est bien de se nicher au début et de se nicher dans un domaine qui nous passionne, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, je vais prendre l'exemple du BTP, du voyage. Pourquoi j'ai eu des clients là-dedans? Parce que bah, je voyageais beaucoup et j'avais cette image de celui qui voyage, donc forcément on m'appelait pour des vidéos touristiques. Pour le BTP, bah, c'est mes potes d'école ou le réseau de proximité. Donc ça aide en fait à mettre un pied à l'étrier. Après moi la vidéo c'est différent, j'ai pas envie. Je pourrais me nicher, je pourrais faire que des vidéos de BTP, démarcher toutes les boîtes de BTP et vivre que des vidéos de BTP. Mais j'ai pas envie parce que ce qui fait que j'aime mon métier aujourd'hui, c'est que chaque projet est différent. Tu vois, il y a 2 jours, j'ai tourné pour une boîte de jet privé. Dans la semaine prochaine, on fait un tournage pour des agriculteurs. La semaine d'avant, c'était un événement, un festival. Après, une vidéo de BTP. Enfin, tout est différent et c'est ce qui est cool aussi dans ce métier-là. Je sais que tu as quelqu'un dans ta famille qui est dans la vidéo et je pense que c'est ça aussi qui doit attirer, c'est la mixité, la diversité des projets, quoi. Ouais, ouais, mon frère s'est lancé, du coup, il te suit depuis un moment aussi. Et en fait,
c'est vrai qu'il a eu plus ou moins les conseils du début en se formant, tout ça, d'arriver un petit peu à se nicher. Mais c'est vrai qu'il le fait naturellement parce qu'il va se nicher dans ce qu'il peut aimer le plus. Et enfin, les compétences qu'il a, il fait des packshots aussi, surtout. Il est dans le Ok. packaging. Donc, du coup, ça, il peut vraiment kiffer ces projets-là. Et ça lui correspond bien aussi. Et après, bon, évidemment, il peut être ouvert à toutes sortes de choses, comme faire des vidéos pour sa sœur. Qui n'a rien à Ouais. voir avec des packshots. Mais oui, oui, du coup, c'est ça, c'est cool aussi dans votre métier parce que je trouve qu'il y a une ouverture. Et maintenant, toi, juste pour voilà, terminer ce podcast tranquillement, tu nous as donné pas mal de conseils tout à l'heure, voilà, pour quelqu'un qui veut oser se lancer. Maintenant, aussi, on a dit, bon, le marché, il n'est pas forcément non plus saturé aujourd'hui, je pense, dans ton métier, parce que la vidéo prend beaucoup d'essor sur tous les réseaux sociaux. Toutes les entreprises en ont besoin aussi. Donc, c'est vrai que c'est un besoin, enfin, je pense que c'est un besoin pour tout le monde aujourd'hui, la vidéo, quand on développe une entreprise, même quand on est indépendant. Mais maintenant, quels seraient, toi, tes conseils? On peut même carrément donner des conseils pour avoir des vidéos impactantes ou moi, j'ai pas mal d'entrepreneurs qui écoutent mon podcast. Quels seraient tes conseils pour... est-ce qu'il faut vraiment faire appel à un professionnel? Est-ce qu'on peut faire des choses super tout seul? Et quelles seraient peut-être les petites étapes à mettre en place voilà, pour faire des bonnes vidéos impactantes pour son business? Bah, pour moi, la vidéo impactante, qu'elle soit de bonne ou mauvaise qualité, déjà, tout le monde a tous un téléphone aujourd'hui, au moins un iPhone 9 ou un Samsung, je sais pas quoi, qui filme bien. C'est quand on est entrepreneur, c'est de parler de son business, c'est d'être soi-même finalement et de dégager quelque chose qui va parler à d'autres personnes et pas forcément à tout le monde. Et ça commence par juste faire des petites stories, des réels comme tu fais toi avec ton téléphone, tu vois. Et pour moi, ça a autant d'impact qu'une belle vidéo de toi qui sera léchée avec plein d'images, où tu seras au bord de la mer, en train de faire semblant de travailler devant un ordinateur, tu vois. C'est une vidéo où en fait on parle de soi et on reste naturel, quoi. Il y a pas de secret, quoi. Aujourd'hui, c'est ce qui parle, c'est l'authenticité. Je le vois hein, de plus en plus. Moi, je fais des vidéos qu'on appelle corporate, commerciales, où il faut que ça soit léché, sympa. Je prends l'exemple de la vidéo de la compagnie de jet privé. Voilà, il faut des belles images, il faut que ça envoie. Mais pour tout ce qui va être les entrepreneurs qui ont un message à faire passer ou qui veulent incarner leur entreprise, c'est l'authenticité. Et ça, il n'y a pas besoin de belles vidéos. Alors après, s'ils veulent faire des belles vidéos, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de souci. Mais je pense qu'on a passé ce côté-là maintenant aujourd'hui, du côté un peu show-off. Je me mets en scène avec une super vidéo quand on est entrepreneur. C'est plus l'authenticité qui parle. Et ça, merci tout ce qui va être TikTok, les réels, parce que finalement, tout le monde maintenant avec son petit téléphone peut avoir un impact et faire des millions de vues. C'est frustrant pour les vidéastes de voir qu'il y a des vidéos qui sont tournées à l'iPhone, qui sont ridicules et qui font 10 millions de vues, alors que toi, tu te fais chier à faire un documentaire en Afrique pendant un mois et qui fait que 200 000 vues, entre guillemets, tu vois, tu te dis, putain, ton truc qui dure 1h07. Mais en même temps, c'est le jeu et finalement, le but, c'est d'impacter et que ça parle aux gens. Donc, qualité ou pas qualité. Moi-même, il y a des gens qui me contactent, qui me disent, ouais, je voudrais ça, ça, ça. Je dis, ouais, non, on peut diviser par deux le budget. Juste en faisant ça, ça suffira, tu verras, quoi. Hmm. J'aime ce côté humble, tu vois, que tu as. Enfin, en fait, voilà, tu te dis, ouais, il y en a, ils font une petite vidéo toute pourrie et ils ont des millions de vues. Et moi, je vais faire un gros truc énorme et ça va pas. Mais ouais, c'est le jeu et j'aime bien ce côté que tu as. Enfin, finalement, je trouve que aussi, ce qui peut faire ta réussite, c'est ce côté un peu serein, cool, de prendre les choses comme elles viennent. Et ça, c'est dur aussi à avoir, hein, de ne Mm. pas non plus changer avec une entreprise qui grossit et rester toujours soi-même et serein et faire confiance en l'avenir. Et aussi, tu vois, juste pour terminer, tu parles de ces vidéos-là qui sont faites vite fait, mais tu vois, parfois j'avais eu, je sais plus, un débat au tout début quand j'avais lancé ma société. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit un truc du genre, vaut mieux peut-être que tu en fasses moins, mais que ça soit quali, que de produire du contenu et que ça soit pas quali. Et moi, j'étais là, mais enfin, je veux juste faire passer mon message. Donc, j'ai pas envie de passer genre 3 4 mois à faire une vidéo et à délivrer une vidéo tous les 3 4 mois, mais juste faudrait qu'elle soit quali. Et au lieu de faire passer mon message un peu chaque semaine comme je fais sur le podcast, parfois c'est pas, parfois c'est moins bien, parfois c'est super, parfois voilà, enfin il y a des hauts, il y a des bas et tout. Et qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, justement peut-être, tu vois, tu viens de dire pour le soloprenariat, finalement, délivrer du contenu, c'est facile, ça peut se faire rapidement. Mais c'est marrant que tu pas forcément le discours de en faire moins, mais mieux. Ouais, non.
Non, parce que je vois ce qui marche et je vois ce qui me plaît aussi. Et des fois, ce qui me plaît, c'est pas forcément quand c'est très quali, c'est quand la personne ou le produit en face paraît authentique. Et, enfin, du moins, moi, c'est ce qui me parle. Il y en a, ils aiment bien le côté très, très belle vidéo et compagnie. Je suis sûr que les clients de mon client là, qui achètent des jets privés, je pense pas qu'une vidéo à l'iPhone, tiens, regarde, ça c'est un jet, eux c'est belle vidéo, machin, il faut que ça soit chaud, et on a loué une Porsche, une Ferrari, enfin, tu vois, c'est tout le côté un peu show-off. Ça, il faut de la quali, quoi. Mais pour moi, ça dépend à qui on s'adresse finalement. Donc toi, je pense que tu t'adresses à des gens qui sont normaux. Donc ce qui les intéresse, c'est d'avoir régulièrement du contenu qui leur parle, quoi. Après, il y a le côté algorithmique aujourd'hui où on dit qu'il faut publier toutes les semaines, tous les jours et tout. Donc il y a aussi ça qui met une autre pression maintenant sur les réseaux sociaux. Mais, euh, mais non, pour moi, il n'y a pas de. Et c'est un vidéaste qui dit ça, c'est que pour moi, il y a pas de. C'est pas le beau contenu qui va plaire et qui va marcher. Hmm. Ok. Ouais, cool. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir remis tout Avec ça plaisir. dans son ordre. Moi, je suis très contente d'avoir pu échanger avec toi et d'avoir fait ce podcast. Je pense qu'on a eu une interview assez enrichissante. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment tu travailles? Est-ce que tu accompagnes aussi les gens aujourd'hui? Et voilà, dis-nous-en un petit peu plus sur toi et tes offres. On peut, bien sûr, ouais. Ouais, ouais. On peut me retrouver sur, principalement, je communique sur Instagram, un petit peu YouTube. J'avais lancé ma chaîne YouTube, là, j'ai fait un peu de vidéos, mais c'est Loris Monteux, donc Loris, et mon nom de famille Monteux, Monteux. Et pour travailler avec moi, bah, il suffit que ça soit pour un projet vidéo de son entreprise, de soi-même, c'est contactez-moi directement en DM sur Instagram, c'est là où je serai le plus efficace. Dans ma description, il y a le site internet de la société Uniprod, mais qui n'est pas à jour depuis 3 ou 4 ans parce que je prends pas le temps et ça m'intéresse pas de le mettre à jour non plus pour le moment. Et après, j'ai aussi, bon, on n'a pas parlé, j'ai une petite formation en ligne de drone pour ceux qui veulent apprendre à faire de la vidéo, du drone et compagnie. Et là, je suis en train de mettre en place d'autres formations, notamment axées pour le côté business des vidéastes et des photographes. Donc très axé terrain et business. Je vais pas apprendre à régler une caméra et compagnie, mais ça va être axé là-dessus. Et une autre qui pourrait arriver, je drop comme ça, hein, j'en ai jamais parlé publiquement, qui pourrait plutôt cibler ce qu'on disait, les personnes qui voudraient créer du contenu un peu eux-mêmes facilement, sans non plus se ruiner pour se lancer et sans se dire mince, j'ai pas le budget de faire une grosse vidéo, comment je peux faire à ma manière. Donc là-dessus, pour l'instant, je fais du coaching en off avec des personnes pour le côté business et accompagnement d'entreprise, mais je vais essayer d'ouvrir ça à un peu plus de personnes, tout en gardant un peu la proximité. Je pense que tu as compris que j'aimais bien le côté un peu proximité avec les personnes, donc voilà, un peu de teasing, c'est les prochains mois. Je m'en vais quelques mois pour bosser un peu dessus, justement. Cool, ouais, tu nous as teasé plein de trucs là, l'achat de la maison, enfin à Bali, nana, là, toutes les formations qui vont sortir, donc c'est cool. Et puis, si jamais il y a certaines personnes de passage à Bali, je suis sûre que tu es très ouvert pour boire un verre avec elles Carrément, sans problème. Donc, n'hésitez pas à le carrément. contacter. Moi, je t'ai trouvé assez open en fait, ouais, aussi. Donc puis même, je me suis posé aucune question. Je me suis dit, enfin, franchement, j'ai trop envie de l'interviewer. Donc, je te contacte, tu me réponds Trop et cool. je trouve ça assez fluide et cool, donc merci. Est-ce que tu as une dernière citation ou un mantra ou une affirmation que tu te répètes un peu pour te motiver chaque jour ou pour motiver tes accompagnés, je sais pas. Ouais, il y en a une et c'est marrant parce que j'y pensais encore hier. C'est la phrase de fin du documentaire qu'on a fait avec Alex Viseo en Afrique, en fait, pour faire très court. Ça s'appelle Premier pas vers un voyage engagé. C'est gratuit sur YouTube si vous voulez aller voir. On est parti en Afrique faire des projets. On a montré un peu comment on pouvait faire de l'humanitaire, comment deux blancs qui connaissent rien, entre guillemets, vont là-bas pour aller faire de l'humanitaire. Et en fait, la phrase qu'on a retenue et que j'ai retenue et que j'ai dit, tiens, ça, il faut le placer à la fin du documentaire, c'est la plus petite des actions sera toujours meilleure que la plus belle des intentions. Donc, quoi qu'il arrive dans la vie, vaut mieux faire les choses plutôt que d'avoir tout le temps des rêves. Ouais, si je faisais ci, si je faisais ça, ça pourrait être grand, grand, grand. Petites actions, c'est toujours mieux que la plus belle des intentions. J'ai envie de terminer là-dessus parce que ça me parle depuis plein d'années et c'est pas pour rien que je l'ai mis à la fin du documentaire qu'on a réalisé avec Alex. Ah, trop bien. Ouais, elle est très jolie, celle-là, tu vois. Je vais la retenir aussi. Et rappelle-nous juste le nom du documentaire. Premier pas vers un voyage engagé. En tapant sur YouTube, c'est sur la chaîne d'Alex et elle est sur Facebook aussi, mais sur YouTube c'est plus sympa pour Ok, regarder. c'est vrai que je suis jamais tombée dessus. Ok, j'irai Ah voir. ouais. Avec grand plaisir. Et ben écoute, merci infiniment pour ce moment de partage. Merci à toi. Je te souhaite bonne continuation, bon voyage à Bali. Bah, merci, ouais. Et puis bah, à très bientôt. Salut Fanny.
Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.